On va évoluer vers l'univers tropical, si j'ai bien tout suivi. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité et proposé de venir vous parler de forêt tropicale. Et je vais le faire avec une attention toute particulière à cette Vigourlet-Fleury, à laquelle Nicolas Picard a rendu hommage tout à l'heure. Mon exposé va être structuré en trois parties. Voilà, donc tout d'abord, je vais vous parler de la complexité structurelle et fonctionnelle des forêts tropicales. Ensuite, j'aborderai la complexité de la gestion de ces forêts tropicales. Et enfin, nous verrons les freins à cette gestion. Tout d'abord, en termes de complexité de ces forêts tropicales. Donc, les forêts denses tropicales couvrent environ un tiers de la superficie forestière mondiale. On a 240 millions d'hectares situés en Asie, 300 millions en Afrique centrale et 800 millions en Amazonie. Ces forêts se caractérisent bien entendu par une grande diversité animale avec des espèces emblématiques comme le gorille, les chimpanzés, les éléphants qui vont jouer un rôle déterminant dans la dispersion des graines et la régénération de ces forêts. On a aussi une grande diversité végétale. Si on regarde la répartition du nombre d'espèces d'arbres, on peut constater que lorsqu'on est en Amazonie, on a environ 20 000 espèces d'arbres différents, dans le sud-est asiatique, 15 000, et en Afrique centrale, environ 10 000 espèces d'arbres. Ces arbres atteignent des dimensions très importantes, particulièrement en Afrique. Les arbres qui dominent la canopée atteignent 50-60 mètres de haut et peuvent avoir des diamètres qui sont conséquents. Par exemple, ce cypre qui fait 4 mètres de diamètre. Donc on a des arbres énormes qui se développent sur un sol qui est très pauvre. La quasi-totalité des minéraux est emmagasinée dans les 20 premiers centimètres du sol. Ce qui fait que le renracinement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est superficiel. Et donc, du coup, ils développent des structures qui permettent d'augmenter leur stabilité et qui va complexifier aussi le travail du forestier. Parmi ces structures, on a les contreforts ou encore les racines et chasses. Les arbres ne sont pas les seules formes de vie parmi les végétaux. Dans les forêts tropicales, il y a énormément de lianes, énormément d'espèces de lianes. Ce que vous voyez à l'écran, là, c'est pas un arbre, mais c'est une liane. Probablement la plus grosse liane au monde, elle fait 1 mètre de diamètre. Et donc, ces lianes vont grimper sur les arbres, relier plusieurs arbres entre eux, et que lorsqu'un arbre va tomber, ça peut entraîner plein d'autres arbres et créer des chablis qu'on appelle multiples, donc des ouvertures dans la forêt, et ça participe à la dynamique forestière. Cette grande diversité de structures, d'espèces, explique que les forêts tropicales stockent des quantités importantes de carbone. Vous avez sur cette carte la répartition du carbone et vous voyez que dans certaines parties, on a des stocks de carbone importants, plus de 200 tonnes de carbone qui sont stockés à l'hectare. Donc on a le stock de carbone, mais on a également le flux de carbone, le rôle que jouent ces forêts en termes de flux de carbone. Alors ce graphique illustre l'évolution du puits de carbone en Amazonie et en Afrique. On voit qu'en Afrique, on reste relativement stable au cours du temps, tandis que le puits de carbone d'Amazonie diminue au cours du temps, et on estime qu'à partir de 2030, les forêts amazoniennes pourraient même devenir une source d'émissions de carbone. Alors ça peut paraître paradoxal, je vous ai dit avant, ces forêts sont plus diversifiées, 20 000 espèces en Afrique, 10 000 20 000 espèces en Amazonie, et 10 000 en Afrique, mais c'est justement lié à cette diversité. Pourquoi? Parce en Amazonie, on a des espèces qui supportent pas des climats plus saisonniers. Globalement, en Afrique, les dernières glaciations ont éliminé ces espèces qui étaient les plus sensibles et restent aujourd'hui des espèces qui sont relativement résistantes à des climats qui sont plus saisonniers. Et donc, on a une mortalité plus importante dans les forêts amazoniennes qu'on a en Afrique centrale pour le moment. Ces forêts jouent un rôle, bien entendu, déterminant dans la régulation du cycle de l'eau et elles servent à l'alimentation et aux besoins quotidiens de plus de 800 millions de personnes. Et parmi ces 800 millions de personnes, 40% vivent avec moins d'€1 par jour. Donc, elles vont prélever différents produits de la forêt, du gibier, des fruits, des écorces pour se soigner.
du bois pour la construction et aussi du bois de feu. On estime que 2,4 milliards de personnes dépendent du bois énergie pour chauffer leurs aliments. Et ces personnes vont jouer un rôle important sur le couvert forestier, comme vous pouvez le voir sur cette image. Plus le rond est gros, plus la production forestière est importante. Et que constate-t-on? Dans les pays du Sud, on voit surtout du jaune. Ça veut dire que la plupart du bois qui est produit, c'est du bois énergie. Dans les pays tropicaux, plus de 80% du bois produit, c'est du bois énergie. Si je prends l'exemple de la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo produit environ 80 millions de mètres cubes de bois. Sur ces 80 millions, 78, c'est du bois énergie. 2 millions de mètres cubes, c'est du bois d'œuvre, et parmi les 2 millions de mètres cubes, seulement 200 000 mètres cubes sont exportés. Et donc, quand vous avez des campagnes d'ONG qui disent qu'il faut éviter d'importer du bois tropical pour lutter contre la déforestation, vous voyez que ça ne sert à rien. En fait, la part de bois exporté et de bois d'œuvre exporté, c'est minime par rapport à la production dans les régions tropicales. Ces populations qui utilisent ce bois énergie doivent se nourrir, et pour se nourrir, elles pratiquent l'agriculture sur brûlis. C'est quoi l'agriculture sur brûlis? C'est couper des parties de la forêt, la brûler, on minéralise la matière organique, ça rend le sol un peu plus fertile pendant quelques années, on cultive pendant 3-4 ans, et puis on va abandonner la parcelle, la jachère va s'installer, la fertilité va se reconstituer progressivement. Si on regarde l'évolution du couvert forestier dans les régions tropicales, et notamment les pertes de couvert forestier au cours de 15 ans, on constate que c'est cette agriculture sur brûlis qui est principalement responsable de la perte de couvert forestier en Afrique centrale. Si je regarde en Amérique du Sud, on a de l'agriculture sur brûlis, mais c'est principalement de l'agriculture industrielle, donc c'est-à-dire la culture du soja, par exemple, ou la conversion des forêts en terres de pâturage. En Asie du Sud-Est, c'est la culture du palmier à huile. Dans les 3 bassins, vous voyez peu d'impact de l'exploitation forestière. Ce qui peut paraître aussi surprenant, l'exploitation forestière en région tropicale n'est globalement pas responsable de perte de couvert forestier, et on va comprendre pourquoi dans quelques instants. Donc ça nous amène à cette question de la complexité de la gestion forestière, et je vais prendre le cas particulier de l'Afrique centrale. En me focalisant plus particulièrement sur les forêts denses humides d'Afrique centrale qui couvrent environ 200 millions d'hectares. Parmi ces 200 millions d'hectares, 27% sont réservés à la production de bois d'œuvre, 14% à la conservation sous forme de parcs nationaux, et 59% ne sont pas attribués, donc c'est-à-dire ne sont ni l'un ni l'autre. C'est dans ces 59% qu'il y a lieu la plupart de l'exploitation illégale de bois. Vous avez déjà tous entendu parler d'exploitation illégale du bois. Ça ne provient pas de concessions forestières, ça provient plutôt des forêts qui ne sont pas attribuées. On estime la production à 6,5 millions de mètres cubes par an qui proviennent de cette exploitation illégale qui est commercialisée essentiellement localement, et ça représente 46% de la production totale. La production légale s'effectue majoritairement dans des concessions forestières, c'est-à-dire dans des permis forestiers qui sont attribués à des industriels pour une période déterminée. Ces concessions forestières couvrent de grandes surfaces. On n'est pas sur des petites parcelles européennes, on est sur des parcelles qui font de 50 000 hectares à 2 millions au Nord-Congo, voire 6 millions d'hectares en République démocratique du Congo. Donc, en République démocratique du Congo, une entreprise gère la totalité de la forêt belge, avec un aménagiste forestier, c'est tout. Donc ça vous donne une idée des échelles. Et donc sur ces surfaces, on produit 7 millions de mètres cubes, et par hectare, l'entreprise forestière coupe en moyenne 7 à 8 mètres cubes. Elle coupe 7 à 8 mètres cubes tous les 29 ans, c'est-à-dire qu'elle revient au même endroit en moyenne tous les 29 ans, ce qui fait que si je ramène ça en termes d'hectares et par année, on coupe 0,14 mètres cubes par hectare et par an dans ces forêts d'Afrique centrale. Peu d'espèces finalement sont exploitées, 6 espèces représentent plus de environ 90% de la production,
C'est l'Okoumé, le Sapeli, l'Ayus, le Tali, l'Azobé et l'Okan. On va me dire, c'est bizarre. Qu'est-ce qui explique finalement cette faible production et cette grande sélectivité des espèces qui sont exploitées? C'est avant tout les marchés. Les marchés sont très sélectifs par rapport aux bois tropicaux. C'est des marchés assez conservateurs. On demande certaines espèces de certaines qualités. Et par ailleurs, tous les pays d'Afrique centrale sont dotés d'une législation forestière. Cette législation impose une rotation. C'est les fameux 29 ans dont je vous ai parlé. C'est le temps moyen des rotations. Selon le pays, les contraintes sont différentes. Par exemple, au Gabon, c'est minimum 20 ans. Au Cameroun, c'est fixé à 30 ans. Chaque pays fixe également des diamètres minimums d'exploitabilité. Généralement, ils sont compris entre 60 et 100. Ça veut dire qu'on ne peut pas couper un arbre en dessous de 60 cm de diamètre de telle espèce ou de 100 cm pour une autre espèce. Elle impose également de calculer des taux de reconstitution. Donc, il faut faire l'aménagement du permis forestier et calculer des taux de reconstitution, voir dans quelle mesure on va reconstituer la ressource au bout de la rotation. Et là aussi, on a des exigences minimales, en termes de taux de reconstitution. Il faut définir des séries d'affectation. Tout le permis forestier ne peut pas être exploité. Il faut définir des séries de protection, de conservation, des séries aussi qui sont réservées pour les populations locales. Et la série de production est elle-même divisée en assiettes annuelles de coûts. Pour réaliser tout ce travail, les sociétés forestières doivent réaliser ce qu'on appelle un inventaire d'aménagement, qui est un inventaire systématique. On va avoir des parcelles qui sont dispersées le long de layons, qui sont des pistes ouvertes en forêt. On va inventorier, avant l'exploitation, 1% de tout le permis forestier pour dresser des structures de population de toutes les espèces, et c'est sur cette base qu'on va calculer les fameux taux de reconstitution. On n'inventorie pas seulement les arbres, on inventorie aussi la faune et les produits utiles pour les populations. En termes de population, il est important de réaliser des enquêtes socio-économiques. On a parlé tout à l'heure du Moyen-Âge et des droits d'usage. C'est toujours une réalité en Afrique. Les populations ont des droits d'usage et il faut pouvoir cartographier ces droits d'usage, cartographier le finage et autoriser le prélèvement de certains produits forestiers. Et donc finalement, voilà à quoi ressemble une concession forestière. Ici, vous avez la série de protection, conservation, qui est la zone où il y a des densités animales les plus importantes. Le reste, c'est la série de production en couleur. Et vous avez 30 assiettes annuelles de coupe. La première année, la société forestière va être active ici. Deuxième, troisième, et on va avoir une rotation dans l'espace. Aujourd'hui, 75% des superficies forestières attribuées aux concessions sont aménagées et 11% sont certifiées selon les normes du FSC. Cette exploitation qui est sélective, on exploite un nombre limité d'espèces, au-delà de certains diamètres, se traduit par un impact sur le couvert forestier qui est limité. Environ 10% du couvert forestier est perturbé suite à cette exploitation forestière. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une concession qui est en cours d'exploitation. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la route. Vous voyez seulement la route, pourquoi? Parce que la dynamique forestière est telle que dès que l'on a exploité un arbre, ça a fait une ouverture de la canopée, on va avoir les graines qui vont germer, les plantes qui vont se développer, et ça se referme extrêmement rapidement. On estime d'ailleurs que ces routes ne sont plus visibles après 20 ans. Ça, c'est une concession qui a été exploitée 20 années auparavant, et on devine simplement la route ici, parce qu'elle a été recouverte par une espèce d'arbre à croissance rapide, et sa canopée est un peu différente du reste. On a également une reconstitution rapide de la biomasse. Tout à l'heure, Nicolas Picard vous a parlé des dispositifs installés par Sylvie pour les fleuries à Mbaïki, en République centrafricaine. Vous avez ici des parcelles témoins et vous avez en gris des parcelles qui sont exploitées. Vous avez la biomasse aérienne du peuplement. Vous avez passage de l'exploitation, une chute de la biomasse, et on constate que globalement, la biomasse s'est reconstituée en 25 ans. Donc, reconstitution rapide de cette biomasse, reconstitution des stocks de carbone suite à cette exploitation forestière sélective. L'impact sur la biodiversité est aussi limité. On vous a parlé aussi de méta-analyse.
de Francis Putz. Voici le résultat d'une méta-analyse donc qui prend en compte toutes les données qui proviennent de toutes les concessions, qu'elles soient bien gérées ou mal gérées dans les forêts tropicales. Et on a regardé le pourcentage d'espèces qui restaient après le passage de l'exploitation. On est à plus de 80% pour les oiseaux, et pour les autres groupes, les invertébrés, les mammifères et les plantes, à plus de 90%. Donc cette exploitation sélective dans les forêts complexes a un impact limité sur la biodiversité. Toutefois, même si le nombre d'espèces reste important, certains groupes peuvent être particulièrement impactés. On est dans les pays tropicaux, avec un bon nombre de populations qui sont pauvres, et les protéines proviennent du gibier. Et le gibier qui est chassé, c'est prioritairement les grosses espèces, les éléphants. Les éléphants, ça va être pour l'ivoire, pour le commerce de l'ivoire, pour avoir des rentrées financières, des gorilles, des chimpanzés, des antilopes forestières, etc. Et là, il peut y avoir un gros problème lié à cette exploitation, c'est l'ouverture des pistes. Pour sortir le bois, il faut ouvrir des pistes, et donc on ouvre des voies d'accès aux forêts, et donc, du coup, ça permet généralement une augmentation du braconnage si on ne contrôle pas l'accès au réseau routier. Deuxième gros impact, c'est sur le volume des espèces commerciales. Même si on calcule des taux de reconstitution, ce qu'on constate, c'est comme on enlève des bois qui ont des grosses dimensions, qui ont mis des siècles à se constituer, au bout d'une rotation, on n'arrive jamais à reconstituer le volume. Et globalement, on ne reconstitue que 40% du volume exploité au premier passage. Et donc, on a une perte de rentabilité qui s'installe au cours du temps. Et pourquoi est-ce qu'on a cette perte de rentabilité? C'est lié à une absence de régénération de la plupart des espèces commerciales, qui sont des espèces héliophiles et qui se sont installées il y a 150 ans, lorsque l'agriculture était beaucoup plus mobile, et quand les gens abandonnaient leurs parcelles d'agriculture sur brûlis, c'est dans ces parcelles que se régénéraient ces espèces héliophiles. Avec la colonisation, on a imposé le regroupement des populations locales, qui ont été beaucoup moins mobiles dans la forêt, et ces forêts s'appauvrissent en espèces qui ont besoin de lumière. Et donc on a ces deux grandes problématiques dans les forêts tropicales, c'est la régénération et la gestion de la faune. Abordons le dernier aspect. Quels sont les freins à la gestion de cette complexité? Bon, on a les contraintes liées au tempérament des espèces. La plupart des espèces commerciales sont héliophiles, je viens de le dire, et les trouées provoquées par l'exploitation, qui font en moyenne 300 mètres carrés par hectare, c'est trop peu pour assurer leur régénération. La complexité des interactions entre la faune et la flore. L'éléphant disperse les graines, mais l'éléphant fait aussi beaucoup de dégâts, notamment aux espèces commerciales en consommant les plantules. Troisième grand frein, c'est lié aux coûts. On a parlé tout à l'heure des coûts. Les coûts sont énormes. On estime que les coûts liés à la production d'un mètre cube de bois scié, c'est 460 €. Et donc, du coup, les coûts étant élevés, notamment une partie des coûts s'explique par la fiscalité et la parafiscalité, l'exploitation forestière illégale concurrence de façon déloyale l'exploitation légale. Mais par ailleurs, les autres modes d'utilisation des terres sont aussi beaucoup plus rentables. Ce graphique illustre la rentabilité de l'exploitation forestière. Dans les régions tropicales, cette exploitation sélective, la rentabilité est très faible. Comparativement à d'autres productions, cette fois agricoles, l'EVA ou le palmier, que ce soit de façon industrielle ou artisanale, qui sont bien plus rentables. Un autre gros problème qu'on rencontre dans le commerce de bois tropicaux, c'est la désinformation. Vous avez déjà tous vu ces images où on voit des forêts qui sont rasées avec des camions qui sortent chargés de bois tropical. C'est faux. La déforestation, plus de 90% de la déforestation mondiale est liée à la progression de l'agriculture. Et donc, on donne sans arrêt une mauvaise image aux bois tropicaux. Du coup, les consommateurs européens se désintéressent du bois tropical. Ça nuit à la rentabilité de l'exploitation forestière et ça ouvre la porte à la conversion des forêts vers d'autres usages plus rentables, où ça donne le libre accès au marché asiatique
qui est devenu tout puissant dans le commerce du bois. Le bois qui part plus vers l'Europe, il part en partie vers l'Asie. C'est la même chose aussi pour le bois européen, notamment pour des chênes français. Grande problématique aussi le foncier. Les forêts appartiennent à l'État. L'exploitant forestier, il n'est jamais qu'un concessionnaire. Et donc, on ne peut pas demander à un concessionnaire forestier d'assurer la régénération d'espèces qu'il ne pourra pas exploiter. Je l'ai dit, la rotation moyenne est de 29 ans. En 29 ans, on ne peut pas produire un arbre qui va dépasser 60 ou 1 mètre, 60 cm ou 1 mètre de diamètre. Et donc, l'investissement dans la régénération, dans la plantation, n'est fait que par les sociétés qui sont certifiées FSC, parce que c'est une obligation du FSC. Et tout ça, toute cette gestion de la complexité demande énormément de ressources humaines. Il faut associer des sociologues, des écologues, des sylviculteurs, des cartographes, des responsables hygiène, sécurité, environnement, avec un personnel et des niveaux de formation dans les régions tropicales et qui ne sont pas toujours à la hauteur de ces différents défis. Il est indispensable également de mettre en œuvre une recherche appliquée. Ce sont des forêts qui sont complexes, énormément d'espèces. C'est pour ça qu'on a des dispositifs de suivi de la dynamique forestière qui sont installés partout en Afrique centrale. Et j'en arrive à la conclusion. Donc le maintien ou la restauration de la complexité, ça nécessite des temps qui sont longs, très longs, des moyens humains et financiers qui sont conséquents. Cela demande un engagement politique fort dans les pays du Sud en matière de contrôle de l'illégalité, mais aussi en matière de fiscalité, réduire la fiscalité sur les bons élèves, et un engagement également au niveau de l'international. Si on veut maintenir ces forêts tropicales, il faut ouvrir son portefeuille et payer pour les services environnementaux qu'elles rendent. Et je terminerai en disant qu'il faut aussi redorer l'image du bois dans son ensemble, ne plus opposer le bois tropical au bois tempéré. Les deux ont des usages bien spécifiques et il faut faire un véritable plaidoyer pour l'utilisation tant du bois tempéré que du bois tropical, qui est un matériau renouvelable. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à consulter nos différents réseaux sociaux et désolé si j'ai été un peu long. Voilà.